Imaginez vous réveiller demain matin et réaliser soudainement que la vie que vous avez menée n'est pas vraiment la vôtre. La carrière que vous avez choisie, les relations que vous entretenez, même votre manière de rire ou d'exprimer la colère, tout vous donne l'impression de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le scénario d'un thriller psychologique. C'est l'horreur silencieuse que vivent des millions de personnes chaque jour sans même le savoir. Vous voyez, la plupart d'entre nous vivons ce que le célèbre psychologue Carl Jung appellerait une vie non vécue, une existence si profondément façonnée par les attentes des autres, le conditionnement culturel et les peurs inconscientes, que nous avons oublié qui nous sommes vraiment sous toutes ces couches de performance et de faux semblants. Nous sommes devenus si habiles à être ce que les autres veulent que nous soyons, que nous avons perdu tout contact avec notre moi authentique. Mais voici ce que Jung a découvert et qui changera tout ce que vous pensez savoir sur la croissance personnelle et la quête de soi. Il existe un chemin pour revenir à vous, pas le moi que vos parents voulaient que vous soyez, pas celui que la société récompense, mais le vrai vous, complet, entier et intransigeablement authentique. Jung a nommé ce voyage l'individuation. Et c'est peut-être le processus psychologique le plus important que vous entreprendrez jamais. Ce que je m'apprête à partager avec vous va bien plus loin que les conseils habituels de développement personnel ou les platitudes motivationnelles. Il s'agit d'affronter les forces cachées qui contrôlent silencieusement votre vie depuis l'ombre de votre inconscient. Il s'agit de reprendre possession de parties de vous que vous ne saviez même pas avoir perdues. Et oui, il s'agit enfin de répondre à cette question persistante qui hante tant d'entre nous dans les moments de silence. Qui suis-je vraiment? Et comment puis-je retrouver cette personne universelle qui façonne l'expérience humaine? À la fin, vous comprendrez non seulement qui vous êtes, mais pourquoi vous êtes devenu qui vous êtes, et plus important encore, comment devenir celui que vous êtes réellement destiné à être. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir cette confrontation avec eux-mêmes. Ils restent occupés, cherchent une validation externe, se perdent dans le travail, les relations ou le divertissement. Tout pour éviter le silence inconfortable où leur voix authentique pourrait enfin se faire entendre. Mais cette fuite a un coût qui augmente chaque jour où vous retardez l'inévitable face à face. Carl Gustav Jung a compris quelque chose que la plupart de ses contemporains en psychologie ont complètement manqué. Alors que d'autres thérapeutes se concentraient sur l'aide à apporter pour mieux s'adapter aux normes et attentes sociales, Jung a reconnu que cette approche était fondamentalement erronée. Il a vu que beaucoup de personnes n'étaient pas réellement malades mentalement. Elles étaient spirituellement étouffées par des vies sans lien avec leur nature profonde. Jung a passé des décennies à étudier la psyché humaine, non seulement par l'observation clinique, mais aussi en explorant courageusement les profondeurs de son propre inconscient. Il a découvert qu'au-delà de la surface de notre conscience quotidienne, se trouve un vaste territoire largement inexploré, rempli d'aspects rejetés de nous-mêmes, de motifs universels de l'expérience humaine et d'une sagesse capable de transformer notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Le processus que Jung a appelé individuation est essentiellement le voyage qui consiste à devenir qui vous êtes réellement, plutôt que qui vous pensez devoir être. Il s'agit d'intégrer toutes les parties éparses de votre personnalité, le bon et le mauvais, la lumière et l'ombre, le socialement acceptable et le honteux, dans un tout cohérent et authentique. Mais voici ce qui rend ce processus si difficile, et pourquoi la plupart des gens ne le commencent jamais. L'individuation exige que vous remettiez en question tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Elle vous demande d'examiner les histoires que vous vous racontez à propos de qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites. Elle vous invite à envisager la possibilité qu'une grande partie de ce que vous appelez votre personnalité n'est en réalité qu'une performance soigneusement construite pour vous aider à survivre et à obtenir l'acceptation dans un monde qui punit souvent l'authenticité. Il ne s'agit pas de devenir une personne différente. Il s'agit de devenir plus pleinement vous-même que vous ne l'aviez jamais imaginé. Il s'agit de découvrir qu'en dessous de tout le conditionnement et de la conformité se trouve quelqu'un de bien plus intéressant, capable et vivant que la personne que vous avez prétendu être. La tragédie, c'est que la plupart d'entre nous ne font jamais ce voyage. Nous restons piégés dans ce que Jung appelait la vie provisoire, toujours en train de se préparer à vivre, toujours en train de repousser le moment
où nous serons enfin assez courageux pour nous présenter tels que nous sommes. Nous poursuivons des marqueurs de réussite externe, espérant qu'ils combleront le vide persistant qui vient d'être déconnecté de notre nature authentique. Mais quelque chose bouge en vous en ce moment, n'est-ce pas? Une reconnaissance, peut-être, ou simplement une curiosité sur ce que cela ferait d'arrêter de jouer et de commencer à vivre. Ce frémissement, c'est votre moi profond qui vous appelle à rentrer à la maison. La question est, êtes-vous prêt à répondre? Lorsque vous exprimiez des parties de vous qui les mettaient mal à l'aise, vous avez rapidement appris à les cacher. Vos enseignants ont renforcé ces leçons, récompensant la conformité et décourageant toute déviation des normes acceptées. La société dans son ensemble a poursuivi le processus, offrant appartenance et succès à ceux qui maîtrisaient l'art d'être ce qu'on attendait d'eux. Au moment où vous êtes devenu adulte, vous étiez expert pour lire une salle, ajuster votre personnalité à différentes situations et présenter la version de vous la plus susceptible d'être acceptée et approuvée. Jung appelait ce moi socialement adapté la persona, qui signifie littéralement masque en latin. La persona n'est pas intrinsèquement mauvaise. En fait, elle est absolument nécessaire pour fonctionner en société. Nous devons tous pouvoir ajuster notre comportement en fonction des contextes. Le problème survient lorsque nous nous identifions tellement au masque que nous oublions qu'il y a une vraie personne en dessous. Pensez à votre propre vie un instant. À quelle fréquence dites-vous ce que vous pensez que les autres veulent entendre, plutôt que ce que vous croyez réellement? Combien de fois réprimez-vous vos réactions authentiques au profit de réponses qui maintiendront l'harmonie ou éviteront le conflit? Quand avez-vous exprimé pour la dernière fois une opinion que vous saviez impopulaire ou controversée? Simplement parce qu'elle était vraie poé. Vous? Peut-être étiez-vous sensible et émotif. Mais vous avez découvert que montrer votre vulnérabilité menait à être blessé ou rejeté. Alors vous avez construit des murs et appris à projeter de la force même lorsque vous étiez fragile à l'intérieur. Chaque fois que vous receviez le message qu'une partie de vous était inacceptable, vous avez pris inconsciemment la décision de la cacher. Avec le temps, ces parties cachées se sont accumulées dans ce que Jung appelait l'ombre, le réceptacle de tout ce que nous avons rejeté, nié ou simplement oublié de nous-mêmes. La tragédie de la suridentification à la persona est qu'elle mène à un profond sentiment de vide et de déconnexion. Vous pouvez atteindre tous les marqueurs de succès externes, obtenir l'approbation des autres et fonctionner parfaitement bien en société, mais ressentir malgré tout qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et il manque effectivement quelque chose d'essentiel, le vous authentique, enseveli sous des couches de comportements adaptatifs. Cette déconnexion d'avec votre moi authentique ne cause pas seulement un inconfort psychologique. Elle affecte chaque domaine de votre vie. Vos relations deviennent des performances plutôt que des connexions sincères. Vos choix de carrière se basent sur ce qui a l'air bien, plutôt que sur ce qui vous comble réellement. Même vos loisirs deviennent des extensions de l'image que vous essayez de maintenir, plutôt que l'expression de ce qui vous procure vraiment de la joie. La persona, lorsqu'elle devient trop rigide et dominante, crée ce que Jung a appelé une mort vivante. Vous traversez les gestes de l'existence sans être réellement vivant à votre propre expérience. Vous réussissez à être quelqu'un d'autre tout en échouant complètement à être vous-même. Mais reconnaître la persona est la première étape vers la liberté. Lorsque vous commencez à voir le masque comme un outil plutôt que comme votre identité, vous créez un espace pour que votre moi authentique émerge. Cela ne signifie pas abandonner toute politesse sociale ou devenir indûment auto-indulgent. Cela signifie développer la capacité de choisir consciemment quand porter le masque et quand laisser votre vrai moi rayonner. Le retour à l'authenticité exige du courage, car il implique de risquer l'approbation pour laquelle vous avez tant travaillé. Il signifie être prêt à décevoir ceux qui préfèrent votre moi jouer à votre moi réel. Mais l'alternative, continuer à vivre en étranger à vous-même, est bien plus dévastatrice que n'importe quelle désapprobation extérieure. Pendant que vous étiez occupé à façonner la persona parfaite pour naviguer dans le monde, quelque chose d'autre se jouait dans les profondeurs de votre psyché. Toutes ces parties de vous que vous avez appris à cacher, rejeter ou nier n'ont pas simplement disparu. Elles sont descendues sous terre, formant ce que Jung a appelé l'ombre, sans doute l'aspect le plus mal compris et le plus redouté de la personnalité humaine. L'ombre contient tout ce que vous avez jugé inacceptable en vous. Votre colère,
quand vous avez appris qu'il n'était pas sûr de l'exprimer. Votre vulnérabilité, quand vous avez découvert qu'elle pouvait être utilisée contre vous. Votre ambition, quand on vous a enseigné qu'elle était égoïste. Votre espièglerie, quand on vous a dit d'être plus sérieux. Votre sensibilité, quand le monde exigeait de la dureté. Chaque trait, impulsion et aspect de votre personnalité qui ne collait pas à l'image que vous deviez maintenir a trouvé refuge dans l'ombre. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'ombre n'est pas maléfique, ce n'est pas votre côté sombre au sens de malveillance ou de destructivité. L'ombre est simplement la partie non vécue de votre vie, les aspects de votre personnalité qui ont été exilés, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient gênants ou menaçants pour la persona que vous deviez développer. En réalité, l'ombre contient souvent certaines de vos plus grandes forces et de vos qualités les plus précieuses. Cette colère que vous avez apprise à réprimer pourrait en fait être un puissant sens de la justice, prêt à être canalisé de façon constructive. La vulnérabilité que vous cachez pourrait être la clé pour tisser des liens plus profonds et plus significatifs. L'ambition dont vous avez eu honte pourrait être la force motrice nécessaire pour créer quelque chose de significatif dans le monde. L'ombre opère à travers ce que les psychologues appellent la projection. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui déclenche en vous une réaction émotionnelle inhabituellement forte, que ce soit de l'antipathie, de l'irritation ou même de la fascination, vous voyez souvent des aspects de votre propre ombre reflétés. Les traits qui vous dérangent le plus chez les autres sont fréquemment les qualités mêmes que vous avez rejetées en vous. Ce n'est ni évident ni confortable à reconnaître. Si vous vous sentez constamment irrité par les personnes trop émotives, examinez votre propre relation avec l'expression émotionnelle. Si vous êtes particulièrement déclenché par ceux que vous percevez comme égoïstes, demandez-vous si vous n'avez pas nié vos propres besoins et désirs légitimes. Si vous êtes fasciné par les individus qui semblent intrépides et spontanés, interrogez-vous sur la spontanéité que vous avez peut-être sacrifiée au nom de la sécurité ou de l'approbation. L'ombre ne reste pas passive dans son exil. Elle influence votre comportement de 1000 façons subtiles, vous amenant souvent à agir en contradiction avec vos intentions conscientes. Vous êtes peut-être fier d'être patient et compréhensif, mais vous vous surprenez inexplicablement à perdre votre calme dans certaines situations. Vous valorisez l'honnêteté et l'authenticité, mais vous vous retrouvez à être manipulateur ou trompeur lorsque vous vous sentez menacé. Ces contradictions ne sont pas des signes de faiblesse morale ou d'hypocrisie. Ce sont des signaux que des parties de votre personnalité essaient de percer le contrôle rigide de la persona. L'ombre trouvera un moyen de s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si vous l'intégrerez consciemment ou si vous la laisserez agir à travers des éruptions et projections inconscientes. Jung a découvert qu'essayer d'éliminer ou de détruire l'ombre ne fait que la rendre plus puissante et destructrice. Le chemin vers la totalité ne consiste pas à se débarrasser de l'ombre, il consiste à l'apprivoiser, à la comprendre et à trouver des manières saines d'exprimer l'énergie qu'elle contient. Ce processus d'intégration de l'ombre est sans doute l'aspect le plus difficile du voyage d'individuation, mais c'est aussi le plus libérateur. Quand vous cessez de fuir les parties de vous que vous avez rejetées, vous récupérez d'énormes quantités d'énergie qui servaient à maintenir la répression. Vous devenez plus authentique, plus spontané, et paradoxalement, plus capable de véritable bonté parce que vos actions viennent d'un choix plutôt que d'une compulsion. L'ombre détient les clés de votre totalité, mais elle ne les livrera que lorsque vous serez assez courageux pour reconnaître son existence et assez sage pour écouter ce qu'elle tente de vous dire à propos de qui vous êtes vraiment. Pendant que la persona bâtit des murs et que l'ombre hante le sous-sol de votre psyché, la plupart de la vie moderne conspire pour vous empêcher de confronter l'une ou l'autre. Nous vivons à une époque de distraction sans précédent, où chaque moment de silence potentiel ou d'introspection peut être rempli de notifications, de divertissements ou de tâches. Pensez à votre routine quotidienne. Combien de moments de véritable immobilité vivez-vous réellement? Quand avez-vous pour la dernière fois été assis en silence, sans attraper votre téléphone, allumer de la musique ou trouver une tâche pour occuper votre esprit? Pour la plupart des gens, la réponse est troublante, car nous sommes devenus des addicts de la distraction, évitant inconsciemment mais désespérément la confrontation avec notre monde intérieur. Cet évitement n'est pas accidentel. À un certain niveau,
nous pressentons que regarder à l'intérieur pourrait révéler des choses que nous ne sommes pas prêts à affronter. Nous comprenons intuitivement que l'auto-examen pourrait perturber la vie soigneusement construite que nous avons bâtie. Alors nous restons occupés, distraits, concentrés sur tout sauf sur la question persistante de qui nous sommes réellement sous tout ce bruit. Mais le matériel inconscient que vous essayez d'éviter ne disparaît pas simplement parce que vous ne lui prêtez pas attention. Il trouve d'autres moyens de s'exprimer. Cette anxiété persistante que vous ne parvenez pas à expliquer pourrait être votre moi authentique, qui tente de briser les contraintes de votre persona. Le schéma d'auto-sabotage qui sape votre réussite au moment où tout va bien pourrait être l'ombre qui exige d'être reconnue. Le sentiment chronique de vide malgré les réussites externes pourrait être la rébellion de votre âme contre une vie non vécue. Jung a compris que l'inconscient essaie constamment de communiquer avec vous à travers des symptômes, des rêves, des lapsus et des réactions émotionnelles. Mais dans notre culture de stimulation constante et de focalisation externe, nous avons perdu la capacité de lire ces signaux. Nous traitons l'anxiété comme un problème à médicamenteur plutôt qu'un message à comprendre. Nous voyons la dépression comme un déséquilibre chimique plutôt que, potentiellement, une réponse naturelle à une vie inauthentique. Nous considérons la turbulence émotionnelle comme quelque chose à gérer plutôt que comme une information à décoder. Le coût de cette fuite s'accumule avec le temps. Chaque jour où vous remettez à plus tard le travail intérieur, l'écart entre votre moi authentique et votre moi joué s'élargit. L'énergie nécessaire pour maintenir la déconnexion augmente. Les symptômes de malnutrition spirituelle deviennent plus prononcés. Vous pourriez vous retrouver couronné de succès selon les critères externes, mais de plus en plus insatisfait. Accompli, mais curieusement vide. Connecté aux autres, mais fondamentalement seul. C'est pourquoi tant de gens vivent ce qu'on appelle souvent une crise de la quarantaine, alors qu'il ne s'agit pas réellement d'une crise d'âge, mais du choc inévitable entre la vie vécue et la vie non vécue. Après des décennies à suivre le script écrit par d'autres, quelque chose en vous se rebelle enfin. La persona qui vous a servi dans la vingtaine et la trentaine commence à ressembler à une prison. Les objectifs qui vous motivaient autrefois deviennent creux. Les relations basées sur la performance plutôt que sur l'authenticité deviennent étouffantes. Mais la crise, comme Jung l'a compris, est souvent la porte de la transformation. L'inconfort que vous ressentez lorsque vous êtes déconnecté de votre moi authentique n'est pas un problème à résoudre. C'est un signal à écouter. C'est la manière dont votre psyché vous dit que quelque chose d'essentiel manque et doit être récupéré. L'inconscient parle de multiples langues, à travers les rêves qui vous intriguent au réveil, à travers les pensées apparemment aléatoires qui surgissent dans les moments de calme, à travers les réactions émotionnelles intenses qui vous surprennent par leur force, à travers les schémas qui se répètent dans votre vie, malgré vos efforts conscients pour les changer. Apprendre à écouter ces communications de votre moi profond, c'est comme développer un nouveau sens. Au début, cela semble étranger et peu fiable. Mais avec la pratique, vous commencez à reconnaître la sagesse qui essaie de vous atteindre depuis toujours. Vous commencez à comprendre que votre inconfort n'est pas aléatoire, il est diagnostique. Votre résistance à certaines situations ou personnes n'est pas une faiblesse, c'est une information. Vos désirs persistants et vos insatisfactions ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des systèmes de guidage qui vous montrent ce qui manque dans votre vie. L'invitation n'est pas d'abandonner vos responsabilités externes ou de rejeter les exigences pratiques de la vie. L'invitation est de créer de l'espace au sein de cette existence occupée et distraite pour que la voix de votre moi authentique soit entendue. Même quelques minutes de silence véritable chaque jour peuvent commencer à percer le bruit et permettre à votre moi profond de vous dire ce qu'il essaie de vous dire. Considérez quelqu'un qui vit dans la peur constante du rejet et de l'abandon. En surface, cela pourrait sembler un simple cas de faible estime de soi ou de traumatisme passé. Mais Jung nous encouragerait à regarder plus profondément, à comprendre comment cette peur fonctionne comme un élément d'ombre qui contrôle inconsciemment des décisions majeures de la vie. Peut-être que cette peur a pris racine dans l'enfance, un moment où l'amour semblait conditionnel, où l'approbation était retirée lorsque des sentiments authentiques étaient exprimés, où le message que votre nature spontanée n'était pas tout à fait suffisante a été transmis. Cet enfant blessé, plutôt que de guérir, est allé se cacher dans l'ombre,
continuant à influencer le comportement adulte depuis l'inconscient. La peur du rejet devient un tyran qui opère en coulisses. Elle influence la carrière que vous choisissez, vous orientant vers des options sûres, plutôt que de suivre vos intérêts ou talents véritables. Elle façonne vos relations, vous poussant à devenir un faiseur de plaisir qui sacrifie ses propres besoins pour maintenir l'harmonie. Elle affecte la manière dont vous vous exprimez, vous amenant à vous auto-censurer et à retenir vos pensées et sentiments authentiques pour éviter les conflits ou la désapprobation. Vous pouvez exceller dans la lecture des humeurs des autres et ajuster votre comportement en conséquence. Vous pouvez devenir habile à dire ce que les autres veulent entendre, à être agréable et accommodant. En surface, cela peut même ressembler à de l'intelligence émotionnelle ou de la grâce sociale. Mais en dessous, c'est une prison que vous vous êtes construite, où votre moi authentique reste enfermé pour le protéger de la catastrophe imaginée du rejet. L'ombre continue à agir à travers la projection. Vous pouvez vous sentir particulièrement irrité par les personnes qui semblent exigeantes ou trop en demande, sans reconnaître que vous avez enterré vos propres besoins légitimes si profondément que les voir exprimés chez les autres vous paraît menaçant. Vous pouvez être attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles, recréant inconsciemment la blessure originelle en espérant un résultat différent. La peur n'influence pas seulement les grandes décisions, elle infiltre les plus petits moments du quotidien. Vous hésitez avant de parler en réunion. Vous vous excusez d'occuper de l'espace. Vous minimisez vos réussites pour éviter de vous faire remarquer. Vous laissez la priorité aux autres même lorsque vous avez des opinions ou préférences fortes. Vous dites oui quand vous pensez non, et faites semblant d'aller bien quand vous ne l'êtes pas. Mais Jung a compris ceci. Lorsque vous amenez cette peur à la conscience, lorsque vous reconnaissez sa présence et comprenez son origine, elle commence à perdre son pouvoir inconscient sur vous. L'enfant qui craignait l'abandon faisait de son mieux avec des ressources et une compréhension limitée. Ce mécanisme protecteur a servi un but autrefois, mais il n'a plus besoin de diriger votre vie d'adulte. L'intégration ne signifie pas éliminer totalement la peur, ce n'est ni possible ni nécessaire. L'intégration signifie développer une relation consciente avec cette partie de vous. Vous pouvez reconnaître la peur lorsqu'elle surgit, tout en choisissant d'agir à partir de votre sagesse d'adulte, plutôt que de votre blessure d'enfant. Vous pouvez honorer l'impulsion protectrice, tout en reconnaissant que le danger qu'elle signale n'est peut-être plus pertinent. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si cette peur ne contrôlait plus vos choix. Imaginez-vous dire votre vérité même si elle peut être impopulaire. Envisagez de poursuivre des opportunités selon un véritable intérêt, et non la sécurité. Imaginez comment vos relations pourraient s'approfondir si vous permettiez aux gens de voir et d'aimer le vrai vous plutôt que la version accommodante que vous avez perfectionnée. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, ni simplement par la compréhension intellectuelle. Elle exige patience, compassion, et souvent le soutien d'autres personnes qui peuvent être témoins de votre moi authentique, pendant que vous apprenez à lui faire à nouveau confiance. Mais la liberté qui vient du fait de ne plus être contrôlé par des peurs inconscientes vaut chaque moment d'inconfort que le processus pourrait impliquer. Lorsque vous récupérez cette partie bannie de vous, vous ne faites pas que réduire la souffrance, vous libérez un potentiel. La sensibilité qui vous rendait vulnérable au rejet pourrait aussi être précisément la qualité qui vous permet de créer un art significatif, de comprendre profondément les autres, ou de naviguer avec grâce dans des situations émotionnelles complexes. La partie de vous qui craignait d'être trop est peut-être celle qui a le plus à offrir au monde. Alors que Jung nous a donné des cartes pour explorer l'inconscient personnel à travers la persona et l'ombre, il a fait une découverte encore plus révolutionnaire. Sous nos schémas psychologiques individuels se trouve ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, peuplé de figures archétypiques universelles qui façonnent l'expérience humaine dans toutes les cultures et à travers l'histoire. Ces archétypes ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des forces psychologiques vivantes qui influencent activement la manière dont vous vous voyez, dont vous vous reliez aux autres et dont vous gérez les défis fondamentaux de l'existence. Comprendre ces motifs peut éclairer pourquoi certaines histoires, certains personnages et certaines situations de vie vous semblent si familiers et captivants, même si vous ne les avez jamais rencontrés consciemment. Prenez l'archétype du héros, par exemple. Il ne s'agit pas seulement de justiciers en cape ou de figures mythologiques.
mais de la partie de vous qui aspire à un sens, à la croissance et au courage d'affronter les défis. L'archétype du héros vous pousse à quitter la sécurité familière de ce que vous connaissez et à vous aventurer en territoire inconnu, où la transformation devient possible. C'est ce qui vous pousse à prendre des risques, à défendre vos convictions, à dépasser vos limites actuelles. Mais chaque motif archétypal contient à la fois un potentiel créatif et des éléments d'ombre destructeurs. L'ombre du héros peut se manifester par le besoin constant d'être sauvé, ou inversement par le besoin compulsif de sauver les autres. Elle peut apparaître sous forme de grandiosité et d'un sentiment exagéré de singularité, ou à l'opposé comme un profond sentiment d'insuffisance et la croyance que vous n'êtes pas capable de relever les défis de la vie. L'archétype du vieil homme ou de la vieille femme sage représente la partie de vous qui recherche la compréhension, le guidage et un sens plus profond. Quand cet archétype est intégré sainement, vous développez la capacité d'une véritable sagesse, de patience et de vision à long terme. Dans sa forme d'ombre, il peut se manifester par un comportement de « je sais tout », de condescendance, ou à l'extrême opposé, une dépendance constante à des autorités externes pour vous dire quoi penser ou faire, au lieu de faire confiance à votre propre sagesse intérieure. L'archétype de l'enfant porte l'énergie de l'émerveillement, de la spontanéité, de la créativité et des nouveaux commencements. Lorsqu'il est intégré, il vous maintient curieux, joueur et ouvert aux possibilités toute votre vie. Dans l'ombre, il peut apparaître sous forme de comportements puérils, d'incapacité à assumer des responsabilités, ou, inversement, sous forme de mort prématurée de l'émerveillement et de la joie, devenir si sérieux et responsable que vous perdez tout contact avec la légèreté et la créativité. Peut-être le plus important pour le processus d'individuation est de comprendre comment l'archétype du héros doit finalement affronter et intégrer sa propre ombre. Dans chaque histoire de transformation véritable, le héros doit affronter ce que Jung appelait le monstre. Mais ce monstre n'est pas en fin de compte extérieur, c'est la partie rejetée, niée ou non vécue de la propre nature du héros. C'est pourquoi tant de personnes commencent des parcours de croissance personnelle avec enthousiasme, pour se retrouver coincées ou même régressées. Elles abordent la transformation du point de vue du héros, essayant de surmonter, vaincre ou transcender leurs limites, plutôt que de les intégrer. Elles tentent de tuer le dragon au lieu de comprendre ce que le dragon représente de leur propre potentiel non vécu. La véritable transformation se produit lorsque le héros cesse de combattre l'ombre et commence à l'écouter. Lorsque vous pouvez voir votre colère non pas comme un ennemi à vaincre, mais comme un signal de limite violée ou de besoin non satisfait. Lorsque vous pouvez voir votre peur non pas comme une faiblesse à dépasser, mais comme une sagesse sur les risques réels, ou une indication de ce qui compte le plus pour vous. Lorsque vous pouvez embrasser votre vulnérabilité non pas comme un défaut à cacher, mais comme la source de la connexion authentique et de l'inspiration créative. Les motifs archétypaux expliquent aussi pourquoi certaines dynamiques relationnelles paraissent si familières et captivantes. La danse éternelle entre l'aimant et l'aimé, la tension entre le roi qui doit régner avec sagesse et le rebelle qui défie l'autorité, l'interaction entre le protecteur qui prend soin des autres et l'être sauvage qui exige la liberté. Ce ne sont pas seulement des rôles que nous jouons avec d'autres personnes, ce sont différentes facettes de notre propre nature complète. Quand vous comprenez ces schémas universels, vous gagnez la liberté de choisir consciemment quelles énergies archétypales exprimer dans différentes situations, au lieu d'être dirigé inconsciemment par elles. Vous pouvez convoquer votre guerrier intérieur lorsque le courage est nécessaire, votre amante intérieure lorsque la connexion est requise, votre sage intérieur lorsque la sagesse est indispensable, ou votre fou intérieur lorsqu'il est temps de prendre des risques et d'embrasser l'inconnu. Le but n'est pas de maîtriser ces archétypes ou d'exprimer uniquement leurs aspects positifs. Le but est de développer une relation consciente avec ces schémas universels de l'expérience humaine, afin qu'ils servent votre individuation plutôt que de vous contrôler inconsciemment. Lorsque vous pouvez reconnaître les énergies archétypales en vous et chez les autres, vous gagnez en compassion pour la condition humaine et en compréhension des comportements qui, autrement, sembleraient déroutants ou frustrants. Au-delà des motifs archétypaux universels, Jung a identifié des schémas énergétiques spécifiques liés à l'interaction entre ce qu'il appelait
l'anima et l'animus, les principes féminins et masculins intérieurs qui existent en chaque personne, indépendamment du genre biologique. Ce ne sont pas des stéréotypes sur la manière dont les hommes et les femmes devraient se comporter, mais des énergies psychologiques complémentaires qui, lorsqu'elles sont intégrées, créent l'intégrité et l'équilibre au sein de la personnalité individuelle. L'anima représente le principe de réceptivité, d'intuition, de sentiment, de créativité et de connexion. L'animus incarne le principe d'action, de logique, de structure, d'assertivité et de discernement. Chaque personne, quel que soit son genre, contient ces deux énergies, mais la plupart d'entre nous ont été conditionnés à en développer une plus que l'autre. La socialisation traditionnelle a souvent encouragé les hommes à développer les qualités de l'animus tout en réprimant celles de l'anima, et les femmes à cultiver les traits de l'anima tout en minimisant les caractéristiques de l'animus. Cette division artificielle crée un déséquilibre interne et limite l'expression complète du potentiel humain. Considérez quelqu'un qui a été élevé à valoriser la logique, la réussite et le contrôle émotionnel avant tout. Il peut exceller dans des carrières qui récompensent la pensée analytique et l'action décisive. Il peut être habile à résoudre des problèmes, à prendre des décisions difficiles et à garder son calme sous pression. Mais si les énergies de l'anima restent sous-développées, il peut éprouver des difficultés avec la créativité, l'intimité émotionnelle et la capacité à simplement être présent sans devoir accomplir quelque chose. Une telle personne peut se sentir attirée par des partenaires ou des amis qui incarnent les qualités qu'elle a rejetées en elle-même, des personnes plus émotionnelles, intuitives ou spontanées. Mais plutôt que de voir cette attirance comme une invitation à développer ses qualités en soi, elle peut soit idéaliser ses traits chez les autres tout en restant déconnectée d'eux personnellement, soit devenir critique et jugeante envers l'expression émotionnelle parce qu'elle menace son identité de personne rationnelle et contrôlée. Inversement, quelqu'un qu'on a encouragé à prioriser la connexion, l'empathie et l'accommodation peut être naturellement doué pour comprendre les sentiments des autres, créer l'harmonie dans les relations et répondre aux signaux émotionnels subtils. Mais si les énergies de l'animus restent sous-développées, cette personne peut avoir du mal à poser des limites, à prendre des décisions indépendantes ou à défendre ses propres besoins et désirs. Cette personne peut se tourner vers des partenaires ou collègues plus assertifs et décisifs. Mais au lieu de développer ses qualités en elle-même, elle peut devenir dépendante des autres pour fournir structure et direction, ou ressentir inconsciemment de la rancœur et se rebeller contre les figures d'autorité qui incarnent la force qu'elle n'a pas encore revendiquée pour elle-même. L'intégration de l'anima et de l'animus ne signifie pas devenir androgyne ou perdre son identité de genre. Cela signifie avoir accès à tout le spectre des capacités psychologiques humaines. Une personne ayant intégré anima et animus peut être à la fois forte et tendre, à la fois logique et intuitive, à la fois décidée et réceptive, selon ce que la situation exige. Cette intégration se manifeste de 1000 manières dans la vie quotidienne. Elle peut signifier être capable de défendre farouchement quelque chose en quoi vous croyez tout en restant ouvert à de nouvelles informations pouvant changer votre perspective. Elle peut impliquer de poursuivre des objectifs ambitieux avec détermination, tout en sachant aussi se reposer et recevoir du soutien lorsque nécessaire. Elle peut se traduire par la capacité à fournir structure et guidance quand les autres en ont besoin, tout en étant prêt à suivre lorsque quelqu'un d'autre a une meilleure expertise ou vision. Peut-être plus important encore, l'intégration anima-animus affecte la qualité de vos relations. Quand vous avez développé ces deux principes en vous, vous êtes moins susceptible de chercher chez les autres ce qui vous manque, ou de projeter vos qualités non développées sur eux. Vous pouvez apprécier et savourer les différentes façons dont les gens expriment ces énergies, sans avoir besoin qu'ils soient quelqu'un qu'ils ne sont pas. Vous pourriez constater que vos relations amoureuses deviennent plus équilibrées et moins codépendantes, lorsque vous n'attendez pas inconsciemment de votre partenaire qu'il porte les qualités psychologiques que vous n'avez pas développées en vous. Vos amitiés peuvent s'approfondir lorsque vous pouvez offrir à la fois soutien et défi, écoute et conseil, présence émotionnelle et aide pratique selon les circonstances. Le processus d'intégration implique souvent de reconnaître et de récupérer des qualités que vous avez rejetées ou supprimées parce qu'elles ne correspondaient
pas à l'image que vous croyez devoir maintenir. Cela peut signifier apprendre à honorer vos intuitions, même si vous ne pouvez pas immédiatement les expliquer logiquement. Cela peut impliquer de développer le courage d'exprimer vos besoins directement, plutôt qu'en espérant que les autres les devinent. Cela peut nécessiter de pratiquer la capacité à recevoir des soins et du soutien, au lieu d'être toujours celui qui en donne. Comme pour tous les aspects de l'individuation, l'intégration de l'anima et de l'animus est un processus continu plutôt qu'une destination. À mesure que vous grandissez et rencontrez de nouvelles situations de vie, vous continuerez à découvrir des aspects de ces énergies qui nécessitent développement ou raffinement. Le but n'est pas d'atteindre un équilibre parfait, mais de développer suffisamment de flexibilité et de conscience de soi pour accéder aux qualités qui serviront le mieux à vous-même et aux autres dans chaque moment. Quand Jung parlait d'individuation, il ne décrivait pas un processus d'amélioration de soi ou d'élimination des traits négatifs. Il pointait vers quelque chose de bien plus radical. L'intégration de tous les aspects de votre personnalité dans un tout cohérent et authentique. Cela signifie embrasser non seulement les qualités dont vous êtes fier, mais aussi les parties de vous que vous avez appris à considérer comme des défauts, des faiblesses ou des impulsions inacceptables. Le but n'est pas de devenir une meilleure personne au sens conventionnel, mais de devenir une personne complète, quelqu'un qui a fait la paix avec tout le spectre de l'expérience humaine qui vit en lui. Cela inclut votre capacité à aimer et à haïr, à créer et à détruire, à être sage et insensé, courageux et effrayé, généreux et égoïste. Ce concept remet en question tout ce que notre culture nous enseigne sur le développement personnel. Nous sommes conditionnés à croire que la croissance signifie éliminer nos qualités négatives et renforcer nos qualités positives. On nous apprend à nous diviser en parties acceptables et inacceptables, puis à mener une guerre intérieure contre les aspects que nous n'aimons pas. Mais Jung a découvert que cette approche empêche la véritable totalité et nous maintient enfermés dans un conflit interne. Lorsque vous tentez d'éliminer des parties de votre personnalité, vous ne les supprimez pas réellement. Vous les reléguez dans l'inconscient où elles agissent souvent de manière compulsive et créent précisément les problèmes que vous essayez d'éviter. La personne qui refuse de reconnaître sa capacité de colère devient souvent passive-agressive. L'individu qui nie son égoïsme peut devenir un martyr qui manipule les autres par le sacrifice de soi. Quelqu'un qui rejette son besoin de contrôle peut devenir chaotique et irresponsable, créant plus de problèmes que n'en aurait causé l'aveu honnête de ce besoin. La véritable individuation implique de développer ce que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de maintenir des qualités opposées en tension créatrice, plutôt que de choisir l'une au détriment de l'autre. Cela signifie apprendre à être à la fois fort et vulnérable, à la fois indépendant et connecté, à la fois confiant et humble, à la fois sérieux et joueur, selon ce qu'exige la situation. Ce processus d'intégration implique souvent de faire le deuil de l'image idéalisée de soi que vous essayez de maintenir. Il signifie accepter que vous n'êtes pas la personne parfaitement patiente que vous pensiez devoir être, mais quelqu'un qui possède à la fois patience et impatience. Vous n'êtes pas l'individu entièrement généreux que vous aspiriez à devenir, mais quelqu'un capable à la fois de générosité et d'égoïsme. Vous n'êtes pas le héros intrépide de votre propre histoire, mais un être humain complexe, avec du courage et de la lâcheté. Paradoxalement, cette acceptation de vos qualités d'ombre rend souvent leur expression moins destructrice et compulsive. Lorsque vous pouvez reconnaître votre capacité à être égoïste, vous pouvez faire des choix conscients sur le moment où l'auto-soin est approprié et celui où le sacrifice sert un bien plus grand. Lorsque vous pouvez admettre votre potentiel de cruauté, vous pouvez reconnaître quand vous êtes dur et choisir la gentillesse à la place. Lorsque vous pouvez assumer vos tendances manipulatrices, vous pouvez vous surprendre en flagrant délit et choisir une communication plus directe. L'intégration des opposés s'applique aussi aux grands thèmes de la vie. Vous pouvez devoir apprendre à tenir à la fois votre désir de sécurité et votre besoin d'aventure, à la fois votre volonté d'indépendance et votre besoin de connexion intime, à la fois votre ambition de réussir et votre besoin d'être simplement. Plutôt que de voir ces polarités comme des contradictions à résoudre, l'individuation vous apprend à les voir comme la complexité naturelle de la nature humaine. Cela ne signifie pas devenir indécis ou incapable de prendre des décisions claires. Au contraire,
Cela signifie développer la sophistication nécessaire pour reconnaître que différentes situations peuvent appeler des réponses différentes, et que ce qui ressemble à une contradiction peut en réalité être l'équilibre dynamique qui crée la santé psychologique. La personne qui a intégré ces opposés devient plus authentique et plus digne de confiance parce qu'elle ne cache pas des aspects majeurs d'elle-même. Les autres sentent qu'ils ont affaire à une personne complète, plutôt qu'à une persona jouée. Cette authenticité attire souvent les gens, car elle leur donne la permission d'être plus entiers, eux aussi. L'intégration apporte aussi un profond sentiment de soulagement. Vous n'avez plus à dépenser de l'énergie pour maintenir l'épuisante prétention d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous n'avez plus à rester constamment vigilant pour garder certaines parties de vous cachées. Vous pouvez vous présenter tel que vous êtes réellement, avec toute votre complexité et vos contradictions, et découvrir que cela n'est pas seulement acceptable, mais souvent plus intéressant et attrayant que la version édulcorée que vous pensiez devoir montrer. Le voyage vers la totalité n'est pas toujours confortable, mais il mène à quelque chose de bien plus précieux que le confort. Il mène à la liberté d'être vous-même complètement, de répondre authentiquement aux défis de la vie, et d'offrir au monde votre combinaison unique de dons et de limites sans excuses ni faux semblants. Peut-être la réalisation la plus profonde de Jung dans l'exploration de la psyché fut sa reconnaissance que ce que nous appelons le soi n'est pas l'entité fixe et solide que nous imaginons. L'ego, cette partie de vous qui dit « je suis ce genre de personne » ou « je ne ferai jamais ça », n'est en réalité qu'un petit aspect d'une totalité beaucoup plus grande et mystérieuse que Jung appelait le soi avec un S majuscule. L'ego a des fonctions importantes. Il vous aide à naviguer dans la vie quotidienne, à prendre des décisions et à maintenir un sentiment de continuité dans le temps. Mais lorsque l'ego devient trop rigide ou dominant, il empêche la croissance et l'authenticité qu'il croit protéger. Le rôle de l'ego est de créer des frontières, de dire « ceci est moi et cela ne l'est pas ». Mais ces mêmes frontières peuvent devenir des murs de prison qui vous enferment dans une version étroite et limitée de qui vous êtes réellement. Pensez aux histoires que vous vous racontez sur votre identité. Je ne suis pas une personne créative. Je ne suis pas doué avec l'argent. Je ne suis pas du genre à prendre des risques. Je ne suis pas quelqu'un qui se met en colère. Chacune de ces affirmations est l'ego qui trace une frontière, créant une définition qui à la fois vous protège et vous limite. Mais Jung a découvert que ces définitions de soi sont en grande partie arbitraires et bien plus modifiables que nous ne l'imaginons. Le soi plus profond que Jung évoquait inclut non seulement votre histoire personnelle et vos caractéristiques, mais aussi l'immense réservoir de l'expérience humaine que vous portez dans votre inconscient. Cela comprend la sagesse ancestrale, les schémas archétypaux et des potentiels que vous n'avez même pas encore explorés. Sous cet angle, vous n'êtes pas seulement un individu isolé qui lutte pour savoir qui il est, vous êtes une expression unique de quelque chose de bien plus vaste et connecté. Cette compréhension élargie de l'identité peut être à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice, car cela signifie que vous n'êtes pas piégé par vos limitations actuelles ou vos erreurs passées. Les qualités que vous pensez ne pas avoir sont peut-être simplement en sommeil, attendant les bonnes circonstances pour émerger. La personne que vous croyez ne jamais pouvoir devenir est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez, mais terrifiante, car cela signifie lâcher les frontières familières qui vous ont défini jusqu'ici. Si vous n'êtes pas simplement la personne que vous pensez être, alors qui êtes-vous vraiment? Si votre identité est plus fluide et expansive que vous ne l'avez cru, que signifie cela pour la vie que vous avez construite autour de votre concept actuel de vous-même? S'être séparé et isolé, mais des aspects interconnectés d'une intelligence plus vaste, qui comprend des dimensions personnelles et transpersonnelles. Cela ne signifie pas perdre votre individualité, mais découvrir que votre individualité fait partie de quelque chose d'incommensurablement vaste et mystérieux. Cette perspective change radicalement votre approche de la croissance personnelle. Au lieu d'essayer de vous améliorer ou de vous réparer, vous commencez à vous explorer et à vous découvrir. Au lieu de forcer le changement par la volonté et la discipline, vous apprenez à écouter les courants plus profonds de votre nature et à vous y aligner. Au lieu de vous comparer aux autres ou d'essayer de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, vous commencez à dévoiler qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement et d'adaptation. La résistance de l'ego à cette expansion est naturelle et prévisible.
La stratégie de survie de l'ego repose sur le maintien de frontières claires et cohérentes sur qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. La suggestion que ces frontières pourraient être plus perméables et changeantes qu'on ne le pensait menace le sentiment de sécurité et de contrôle de l'ego. Cette résistance se manifeste souvent par du scepticisme quant à la possibilité d'un vrai changement, du cynisme à l'égard de la croissance personnelle, ou un attachement à des récits victimaires qui expliquent pourquoi la transformation n'est pas possible pour vous. Elle peut se présenter sous la forme de la croyance que vous êtes trop vieux, trop abîmé, trop figé dans vos habitudes, ou trop limité par vos circonstances pour devenir quelqu'un de différent. Mais les intuitions de Jung suggèrent que ces limitations sont plus perçues que réelles. La personne qui dit « je ne suis pas créative » peut découvrir des capacités artistiques insoupçonnées lorsqu'elle cesse de s'identifier fortement à être pratique ou logique. L'individu qui affirme « je ne suis pas un leader » peut voir émerger un leadership naturel lorsqu'il cesse de se cacher derrière l'identité de suiveur ou de soutien. Le soi élargi inclut non seulement vos traits de personnalité actuels, mais aussi toutes les façons d'être que vous n'avez pas encore explorées. Il englobe la sagesse de vos ancêtres, les schémas archétypaux qui façonnent l'expérience humaine et des possibilités qui n'ont pas encore eu la chance de se manifester dans votre vie. Cette compréhension transforme la manière dont vous rapportez à vos propres limitations et luttes. Au lieu de voir vos problèmes comme des preuves d'échec personnel, vous pouvez commencer à les percevoir comme des informations sur les zones où la croissance veut se produire. Vos anxiétés persistantes peuvent indiquer des aspects de vous à intégrer. Vos schémas relationnels récurrents peuvent révéler des dynamiques archétypales, prêtes à être explorées consciemment. Sous cet angle, même vos expériences les plus difficiles deviennent des opportunités de découvrir des aspects inconnus de votre nature. La crise qui semble détruire votre vie peut en réalité libérer de l'espace pour une version plus authentique de vous-même. La relation qui s'effondre peut révéler des schémas de codépendance qui empêchaient une véritable intimité. La déception professionnelle peut vous rediriger vers un travail qui correspond réellement à votre vocation profonde. Le processus d'expansion au-delà de l'identification à l'ego ne se produit pas par la compréhension intellectuelle seule. Il nécessite ce que Jung appelait l'imagination active, la pratique d'entrer en relation directe avec le matériel inconscient à travers les rêves, l'expression créative et le dialogue conscient avec les différentes parties de votre personnalité. Il exige aussi de développer un confort avec l'incertitude et le paradoxe. L'ego préfère des réponses claires et cohérentes, mais le soi plus profond opère dans le domaine du mystère, de la complexité et de la contradiction créative. Apprendre à vivre confortablement, sans savoir exactement qui vous êtes ou qui vous devenez, est essentiel pour permettre au processus d'individuation de se dérouler naturellement. Cette expansion de l'identité conduit finalement à ce que Jung appelait la réalisation de soi. Non pas l'atteinte d'un état parfait, mais le processus continu de devenir plus pleinement qui vous êtes réellement. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais d'entreprendre un voyage à vie de découverte, d'intégration et d'expression authentique. Le paradoxe est que, en relâchant votre emprise sur ce que vous pensez être, vous devenez en réalité plus vous-même que jamais. En embrassant le mystère de votre propre nature, vous découvrez des capacités et des qualités que vous ignoriez posséder. En renonçant au besoin de maintenir une image constante, vous devenez plus véritablement constant avec votre nature profonde. Bien que ces aperçus psychologiques puissent sembler abstraits ou philosophiques, Jung savait que la transformation réelle exige une application pratique. Le passage d'une vie inconsciente à une individuation consciente ne se produit pas par la compréhension seule, il nécessite des pratiques et approches concrètes pour combler le fossé entre l'insight et le changement réel. La première transformation fondamentale implique d'apprendre à embrasser l'incertitude, plutôt que de rechercher sans cesse sécurité et prévisibilité. L'ego prospère lorsqu'il sait à quoi s'attendre, quand les plans fonctionnent et que les résultats sont sous contrôle. Mais la croissance se produit dans les espaces entre ce que vous savez et ce que vous ignorez, dans le territoire où vos cartes actuelles ne fournissent aucune orientation claire. Cela signifie développer une tolérance pour l'inconfort qui accompagne le fait de ne pas avoir toutes les réponses. Au lieu de vous précipiter pour remplir chaque silence
par une activité ou chaque question par des conclusions hâtives, vous apprenez à rester avec l'inconnu suffisamment longtemps pour que de véritables nouvelles possibilités émergent. Cela peut impliquer de saisir des opportunités qui ne collent pas à votre concept actuel de vous-même, de dire oui à des invitations qui vous rendent nerveux, ou de poursuivre des intérêts qui n'ont pas de sens logique selon votre identité établie. La deuxième pratique essentielle consiste à relâcher l'attachement aux étiquettes et aux histoires qui vous ont défini jusqu'ici. Cela ne signifie pas rejeter votre histoire ou faire semblant que vos expériences n'ont pas eu lieu, mais tenir vos définitions de soi plus légèrement. Au lieu de dire « je suis une personne timide », vous pourriez dire « il m'arrive de me sentir timide dans certaines situations ». Au lieu de « je ne suis pas bon en relation », vous pourriez explorer « j'apprends encore à créer les types de connexions que je souhaite ». Ce passage d'une identité fixe à un processus dynamique crée un espace pour la croissance et le changement. Lorsque vous n'êtes pas occupé à défendre et maintenir une image particulière, de l'énergie devient disponible pour explorer de nouvelles façons d'être. Vous pouvez expérimenter différentes réponses à des situations familières, essayer de nouveaux rôles et comportements, et découvrir des aspects de vous qui étaient cachés sous des définitions rigides. Le troisième élément crucial implique de développer une relation consciente avec votre inconscient, par l'attention aux rêves, aux synchronicités et aux autres communications de votre moi profond. Les rêves sont peut-être la manière la plus directe dont votre inconscient vous parle, mais la plupart des gens les ignorent complètement ou les rejettent comme du bruit mental sans importance. Jung a découvert que les rêves compensent souvent les attitudes unilatérales de la conscience éveillée, mettant en lumière précisément ce que l'ego manque ou évite. Si vous êtes trop sérieux dans votre vie éveillée, vos rêves peuvent être ludiques ou absurdes. Si vous êtes trop focalisé sur la logique et la planification, vos rêves peuvent être émotionnels et chaotiques. Apprendre à dialoguer avec vos rêves plutôt qu'à simplement les analyser intellectuellement peut vous donner des indications inestimables pour le processus d'individuation. Les synchronicités, ces coïncidences significatives qui semblent se produire au moment parfait, sont une autre manière pour le soi profond de communiquer. Lorsque vous faites attention, vous pouvez remarquer que le livre dont vous avez besoin tombe d'une étagère devant vous, ou que la conversation que vous surprenez répond exactement à la question que vous vous posiez, ou que la personne ayant les compétences dont vous avez besoin apparaît dans votre vie juste au moment où vous êtes prêt à apprendre. La quatrième approche pratique consiste à apprendre à se rendre au processus, plutôt qu'à essayer de le contrôler par la volonté et l'effort forcé. L'approche de l'ego face au changement implique typiquement d'établir des plans détaillés, des objectifs spécifiques, et de franchir la résistance avec détermination et discipline. Mais l'individuation fonctionne davantage comme un déploiement naturel, qui a son propre rythme et timing. Cela ne signifie pas devenir passif ou abandonner toute intentionnalité, mais apprendre à travailler avec les courants naturels de votre développement psychologique au lieu de les contrer. Parfois, cela signifie ralentir lorsque votre impulsion est de foncer. Parfois, cela signifie agir lorsque votre tendance est d'attendre davantage de certitude. Parfois, cela signifie lâcher prise sur des résultats auxquels vous étiez attaché pour permettre à quelque chose d'inattendu d'émerger. Se rendre dans ce contexte implique de développer la confiance en votre propre sagesse profonde, même lorsque vous ne comprenez pas immédiatement où elle vous mène. Cela signifie être prêt à suivre vos véritables intérêts et attractions, même s'ils ne cadrent pas avec vos plans logiques. Cela implique d'honorer vos réponses émotionnelles et vos sensations corporelles comme source d'information, plutôt que comme obstacle à surmonter. Ces pratiques fonctionnent ensemble pour créer des conditions permettant à une transformation authentique de se produire. Vous n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre ni d'atteindre une version idéalisée de vous-même. Vous créez plutôt l'espace pour que votre nature authentique, déjà présente, puisse émerger de sous les couches de conditionnement, de performance et de programmation inconsciente. Le processus exige de la patience, car défaire des décennies de schémas inconscients ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige du courage, car l'authenticité signifie souvent décevoir des gens qui préfèrent de votre moi jouer. Il exige de l'humilité, car vous découvrirez que beaucoup de ce que vous pensiez savoir sur vous était incomplet ou inexact. Mais les récompenses de ce travail vont bien au-delà de la satisfaction personnelle.
À mesure que vous devenez plus authentique et intégré, vous donnez naturellement aux autres la permission d'en faire autant. Vos relations deviennent plus sincères et satisfaisantes. Votre travail s'aligne davantage avec vos véritables intérêts et capacités. Votre expression créative devient plus unique et convaincante, parce qu'elle vient d'une version plus complète de qui vous êtes. Surtout, vous commencez à vivre avec un sentiment de vitalité et d'engagement, qui vient du fait d'être enfin vous-même dans le monde, plutôt que de jouer un rôle qui ne vous a jamais vraiment convenu. C'est ce que Jung voulait dire lorsqu'il affirmait que la vie commence réellement lorsque vous découvrez qui vous êtes vraiment. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration des profondeurs de la psychologie humaine et du chemin vers le vrai soi, il est important de comprendre que vous n'avez jamais été brisé et à réparer. Vous n'avez jamais été perdu et à retrouver. Ce que Jung a découvert, et que d'innombrables personnes ont vérifié par leur propre expérience, c'est que votre soi authentique a toujours été présent, attendant patiemment sous les couches de conditionnement, d'attente et de programmation inconsciente. Les masques que vous avez portés, les parties de vous que vous avez rejetées, les rôles que vous avez joués, aucun d'eux n'était une erreur ou un échec. Ce furent des adaptations nécessaires qui vous ont aidé à survivre et à fonctionner dans un monde qui récompense souvent la conformité plus que l'authenticité. La persona que vous avez développée a servi des objectifs importants, même si elle est devenue trop étroite pour contenir votre nature entière. L'ombre que vous avez évitée contient non seulement vos qualités négatives, rejetées, mais aussi vos forces inexploitées et vos potentiels inexprimés. Chaque stratégie défensive, chaque croyance limitante, chaque schéma de comportement qui vous semble maintenant restrictif, représentait autrefois la meilleure solution que vous pouviez trouver aux défis auxquels vous étiez confronté. L'enfant qui a appris à être silencieux et accommodant pour maintenir la paix dans un foyer chaotique faisait preuve de sagesse et de débrouillardise, pas de faiblesse. L'adolescent qui a développé une carapace dure pour protéger un cœur sensible montrait des instincts de survie remarquables, pas des défauts de caractère. Mais ce qui vous a servi à un stade de votre vie peut ne plus être nécessaire ni utile à mesure que vous continuez à grandir et à évoluer. Les stratégies qui vous protégeaient autrefois peuvent maintenant vous empêcher de vivre l'intimité, la créativité et la vitalité que vous désirez. L'identité qui vous procurait autrefois sécurité peut maintenant ressembler à une prison qui vous empêche d'exprimer votre plein potentiel. C'est le moment de choix que chaque être humain finit par affronter, qu'il en soit conscient ou non. Vous pouvez continuer à vivre en fragments de votre vrai moi, en maintenant les schémas et identités familiers qui semblent sûrs, mais en fin de compte insatisfaisants. Vous pouvez continuer à porter les masques qui vous valent l'approbation, tandis que votre moi authentique reste caché, même à votre propre conscience. Ou vous pouvez choisir le chemin de l'individuation, le voyage courageux dans le territoire inconnu de vos profondeurs, où toutes les parties rejetées et oubliées de vous attendent d'être revendiquées et intégrées. Ce chemin ne promet ni confort, ni commodité. Il n'offre pas de solution rapide ni simple. Ce qu'il offre est bien plus précieux, la possibilité de devenir pleinement vous-même pour la première fois de votre vie. Le choix d'entreprendre ce voyage ne se fait pas une fois pour toutes. Il se fait encore et encore, dans d'innombrables petits moments où vous avez l'occasion de choisir l'authenticité plutôt que la performance, la curiosité plutôt que la certitude, la croissance plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que le confort. Chaque fois que vous choisissez d'écouter votre voix intérieure plutôt que les attentes externes, chaque fois que vous choisissez de ressentir vos émotions plutôt que de les anesthésier, chaque fois que vous choisissez d'exprimer vos pensées authentiques plutôt que de dire ce que vous pensez que les autres veulent entendre, vous faites un pas de plus sur le chemin de l'individuation. Ce voyage transforme non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi votre impact sur le monde qui vous entoure. Lorsque vous ne dépensez plus d'énormes quantités d'énergie à maintenir de fausses personas et à réprimer des aspects authentiques de votre nature, cette énergie devient disponible pour la créativité, la contribution et la connexion véritable avec les autres. Lorsque vous êtes à l'aise avec vos propres contradictions et complexités, vous devenez plus tolérant et compréhensif envers les luttes et imperfections des autres. Le monde a désespérément besoin de personnes qui ont fait ce travail intérieur, des individus capables de répondre aux défis à partir de leur sagesse authentique, plutôt que de leur programmation inconsciente.
qui peuvent offrir un espace à la croissance des autres, parce qu'ils ont appris à offrir un espace à leur propre ombre, qui peuvent apporter de véritables dons à leur communauté, parce qu'ils savent qu'ils sont vraiment sous tout le conditionnement social. Jung a compris que l'individuation n'est finalement pas une poursuite égoïste, même si elle exige de se concentrer profondément sur son monde intérieur. Lorsque vous devenez plus pleinement vous-même, vous devenez plus capable de servir authentiquement les autres. Lorsque vous intégrez votre propre ombre, vous cessez de projeter vos problèmes non résolus sur votre entourage. Lorsque vous embrassez votre propre complexité, vous cessez d'exiger des autres qu'ils soient plus simples ou plus commodes que ne le sont réellement les êtres humains. Le chemin est maintenant ouvert devant vous. Vous connaissez la persona qui vous a protégé et limité. Vous comprenez l'ombre qui opère inconsciemment et offre un potentiel énorme d'énergie récupérée et d'authenticité. Vous avez entrevu les motifs archétypaux qui façonnent l'expérience humaine et la possibilité d'intégrer en vous les principes masculins et féminins. Vous avez vu au-delà de l'illusion d'un soi fixe et reconnu la vaste et mystérieuse totalité que vous êtes en réalité. Surtout, vous savez désormais que l'inconfort que vous ressentez, le sentiment que quelque chose d'essentiel manque à votre vie, la question persistante de qui vous êtes vraiment, tout cela ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des invitations à accepter. Ce sont votre soi profond qui vous appelle à une vie plus authentique, créative et signifiante que vous ne l'auriez peut-être jamais imaginé. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Votre voyage de retour à vous-même commence par la décision d'écouter. Vraiment, écoutez. La voix qui murmure votre nom depuis les profondeurs de votre propre âme. Il commence par le courage de questionner les histoires que vous vous racontez sur qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Il commence par la volonté d'embrasser l'incertitude et le mystère comme des portes vers la croissance, plutôt que comme des menaces à éviter. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, ni d'acquérir un savoir spécial, ni d'attendre des conditions parfaites. Vous avez seulement besoin de commencer là où vous êtes, avec la conscience que vous avez, et de faire confiance au fait que le chemin se révélera à mesure que vous le parcourez. Le choix est le vôtre. Vous pouvez continuer à vivre la vie provisoire, toujours en train de vous préparer à être authentique, mais sans jamais faire le saut. Ou vous pouvez choisir de commencer la grande aventure de devenir qui vous êtes réellement. Pas celui que vos parents voulaient que vous soyez, pas celui que la société récompense, pas celui que vous pensez devoir être, mais celui que vous êtes dans votre nature la plus profonde et la plus authentique. La vie commence vraiment lorsque vous vous trouvez. Vous connaissez désormais le chemin.